À l'aube, une arrestation filmée fait basculer le silence tanzanien. En quelques heures, un pays réputé stable passe de la retenue à la rue, révélant un écart brutal entre ordre officiel et colère accumulée. Que signifie cette rupture pour une jeunesse qui voit en Ibrahim Traoré le symbole d'une dignité refusant de se taire? Une promesse fragile s'ouvre, incertaine. La scène semble brève, presque banale, mais son écho dépasse Dar et Salam. Elle interroge un modèle politique longtemps présenté comme solide et pose une question simple: combien de temps la stabilité peut-elle survivre au prix du silence collectif? Ce récit promet de clarifier ce qui se joue réellement derrière les images de foule et de gaz lacrymogènes. Il ne s'agit pas seulement d'une crise ponctuelle, mais d'un moment où une société entière teste les limites de de ce qu'elle accepte encore. Pour le spectateur, l'enjeu est concret. Comprendre aujourd'hui pour anticiper demain. L'intérêt, et c'est simple et direct, saisir comment une stabilité vantée pendant des décennies peut se fissurer en quelques heures. Et pourquoi cela concerne bien au-delà de la Tanzanie. Ce qui est observé ici éclaire des dynamiques déjà visibles ailleurs en Afrique, où jeunesse, frustration et pouvoir s'entrecroisent dangereusement. Les enjeux sont élevés. Pour l'État, il s'agit de préserver l'autorité sans perdre la légitimité. Pour les citoyens, de défendre la parole sans basculer dans la peur. Pour la région, de mesurer le risque de contagion politique et symbolique. Chaque décision prise dans les prochains jours pèsera sur la confiance collective, l'économie et la place du pays sur la scène internationale. Ce qui va suivre ne cherche pas à dramatiser, mais à expliquer, pas à juger, mais à mettre en perspective. En moins de 24 heures, 3 grandes villes tanzaniennes voient surgir des rassemblements spontanés, signal qu'un seuil psychologique a été franchi. Des estimations prudentes évoquent des centaines de jeunes dans les rues, bien au-delà des cercles militants habituels. Ce surgissement soudain n'est pourtant pas un accident. Il s'inscrit dans une séquence plus longue, faite de promesses, puis de resserrements progressifs. Après la transition politique de 2021, un souffle d'ouverture s'y avait brièvement circulé, et que la presse retrouvait un espace relatif, certains prisonniers politiques étaient libérés, et la société civile parlait à nouveau d'un horizon possible. Cette phase, courte mais marquante, a nourri des attentes réelles, surtout chez les jeunes urbains. À partir de 2025, la trajectoire change. Et ça, les restrictions médiatiques se multiplient. Les rassemblements d'opposition sont annulés, mais et les voix critiques disparaissent une à une de l'espace public. La peur ne revient pas par une rupture nette, mais par accumulation. Elle s'installe comme un voile discret mais persistant qui redéfinit ce qui peut être dit et montré. Dans ce contexte, l'interdiction faite à un opposant de quitter le territoire pour des funérailles agit comme un révélateur. Le geste paraît administratif, presque banal. Il touche pourtant un point sensible, la dignité individuelle. La circulation rapide d'une vidéo montrant l'arrestation à l'aéroport brise le silence officiel. Les images voyagent plus vite que les communiqués, malgré les premiers bras blocages numériques. Ce basculement visuel transforme une indignation latente en mobilisation visible. La rue devient un espace de reconnaissance mutuelle où chacun découvre qu'il n'est pas seul à douter. Et dans les slogans et les messages partagés, une référence revient. La figure d'Ibrahim Traoré
est citée non pour son pays, mais pour ce qu'elle incarne symboliquement. L'idée que la dignité politique ne se négocie pas à huis clos. Ce n'est pas un programme, mais un miroir. Et ce miroir oblige la Tanzanie à se regarder autrement, au moment précis où son récit de stabilité commence à se fissurer. Au milieu du tumulte, une voix émerge et donne un visage au mouvement. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, n'était pas destinée à devenir un repère public. Son intervention, filmée sur un téléphone dans un couloir bondé du campus, capte pourtant quelque chose de rare. Une lucidité calme au cœur de la peur. Elle ne lance pas d'appel spectaculaire. Elle pose une question simple, presque intime. Si l'on peut empêcher quelqu'un d'assister à des funérailles, qu'est-ce que cela dit de nos propres libertés? La vidéo circule avant que les autorités ne resserrent le contrôle numérique. En quelques heures, et elle est même reprise sur les campus arabes et dans les quartiers populaires, puis relayée par la diaspora. Acha devient, malgré elle, un point de ralliement symbolique. Ah, non pas une chef, mais un miroir dans lequel beaucoup se reconnaissent. Or, son propos transforme une colère diffuse en interrogation collective. À quelques rues de là, un journaliste indépendant observe les premiers rassemblements. Il note des détails que les grands récits ignorent souvent. Des chauffeurs de taxi qui préviennent des barrages, des professeurs qui guident les étudiants pour éviter les zones à risque, des habitants qui offrent de l'eau pour atténuer les effets des gaz lacrymogènes. Ces gestes modestes dessinent une solidarité discrète mais tenace. Les premiers effets sont tangibles. Dans certains quartiers, la rue cesse d'être perçue comme un espace exclusivement contrôlé par les forces de sécurité. Les slogans évoluent rapidement. On passe du soutien à un opposant précis à une revendication plus large, centrée sur la liberté d'expression et la dignité citoyenne. Cette transition marque un seuil important. La contestation n'est plus seulement réactionnelle, elle devient narrative. Au fond, une chose ressort. Une peur partagée commence à changer de camp. Tout commence par un geste administratif présenté comme routinier, presque anodin. Avant l'incident, l'ordre semble tenir. Rassemblement limité, médias prudents, opposition contenue, puis vient l'instant de bascule. L'opposant est intercepté à l'aéroport, empêché de quitter le territoire pour des funérailles. L'acte est bref, son impact immédiat. En quelques minutes, la nouvelle se diffuse d'abord par message privé, puis par image partagée sans filtre. La phase d'activation est rapide. Des étudiants quittent les amphithéâtres, des cartes et des chauffeurs ralentissent volontairement la circulation, des passants s'arrêtent, la rue se remplit sans mot d'ordre central. Ce qui domine n'est pas la colère explosive, mais une accumulation de frustrations longtemps contenues, car les forces de sécurité interviennent pour disperser les premiers groupes. Les charges sont fermes
parfois brutal. L'effet recherché, et c'est ça dissuasif, l'effet réel est inverse. Le pic survient lorsque les images de confrontation circulent hors du pays. Malgré les restrictions numériques, des vidéos franchissent les frontières. Elles sont relayées au Kenya, au Rwanda, puis plus largement dans la région. À ce stade, la narration échappe aux autorités. Ce ne sont plus des incidents isolés, mais une séquence lisible. Arrestation, mobilisation, répression. Chaque élément renforce le suivant. Dans les jours qui suivent, les manifestations gagnent en ampleur et en diversité sociale. Les étudiants ne sont plus seuls. Des travailleurs du secteur public, des commerçants, des employés du tourisme rejoignent les cortèges. Les slogans changent encore. Ils ne ciblent plus seulement une décision précise, mais un climat général de restriction. La rue devient un espace de recomposition politique sans leader unique, sans hiérarchie claire. Les autorités tentent alors une double stratégie. D'un côté, la minimisation publique, discours sur le maintien de l'ordre, appels au calme, promesses vagues de dialogue. De l'autre, un resserrement sécuritaire, arrestations ciblées, usage accru du gaz lacrymogène, nouvelles limitations de l'accès à l'information. Cette oscillation crée de l'incertitude, y compris au sommet de l'État, où les conseillers hésitent entre fermeté et concession. Les répulsés et répliques dépassent très rapidement le cadre national. Des gestes de solidarité apparaissent dans plusieurs pays africains. Des étudiants allument des bougies, des collectifs publient des messages de soutien. Dans ce flux symbolique, une référence revient. Un discours d'Ibrahim Traoré rappelant que la démocratie ne peut essouffler son propre peuple circule à nouveau. Il n'est pas un espace central, mais il agit comme un catalyseur émotionnel, donnant aux événements tanzaniens une résonance continentale. À ce stade, la crise n'est plus seulement une suite d'événements, elle devient une dynamique. Chaque tentative de contrôle alimente une nouvelle mobilisation. Chaque jour, sans réponse claire, élargit le fossé entre gouvernants et gouvernés. La séquence initiale, courte et localisée, s'est transformée en onde durable dont les répliques en le continuent de remodeler le paysage politique et social du pays. Avant la crise, les grandes manifestations restaient marginales, souvent limitées à quelques centaines de personnes et rapidement contenues. Après l'arrestation à l'aéroport, l'échelle change brutalement, révélant un déplacement net entre routine politique et mobilisation de masse. D'abord, cela se voit dans la participation. Les estimations disponibles évoquent jusqu'à 300 000 personnes se mobiliser à Dar es Salaam et dans d'autres grandes villes. Ce chiffre indique une mobilisation nationale dépassant largement les cercles militants traditionnels. Ensuite, la répression devient un repère clair. Les autorités reconnaissent plus de 2000 arrestations en 48 heures, tandis que des ONG avancent des bilans supérieurs. Ce volume signale un usage massif de l'appareil sécuritaire pour reprendre le contrôle. Enfin, l'économie donne un autre signal immédiat. Les données préliminaires montrent une baisse de 15% du tourisme, secteur clé de l'économie tanzanienne. Cette chute traduit une perte rapide de confiance chez visiteurs et investisseurs. Pris séparément, ces chiffres décrivent des dimensions différentes de la crise. Ensemble,
il dessine une rupture systémique. La mobilisation n'est pas symbolique, elle est numériquement significative. La réponse de l'État n'est pas ponctuelle, elle est structurelle. Les effets ne sont pas abstraits, ils touchent directement les, les, les flux économiques et les revenus locaux. Ces données standardisées, ces données, c'est assez éclairent aussi un paradoxe. Plus la participation augmente, plus la répression s'intensifie. Et plus cette répression devient visible, plus elle alimente la défiance, y compris chez des groupes auparavant neutres. Les chiffres cessent alors d'être de simples indicateurs. Ils deviennent des acteurs du récit public circulant sur les réseaux, commentés dans les médias régionaux et intégrés aux slogans de rue. Dans ce contexte, la référence à des figures extérieures comme Ibrahim Traoré ne repose pas sur des comparaisons chiffrées, mais sur une lecture politique des données. Les nombres servent ici de preuve. Ils montrent qu'un seuil a été franchi, non seulement en termes de mobilisation, mais aussi de coûts politiques et économiques. À partir de là, la crise ne peut plus être réduite à un épisode isolé. Elle entre dans une logique de transformation durable, mesurable et difficilement réversible. Deux lectures irréconciliables structurent désormais le débat public en Tanzanie. La première est portée par les autorités et leur soutien. Elle repose sur un argument central: l'ordre précède la liberté. Selon cette logique, la stabilité politique acquise au fil des décennies constitue un capital fragile qu'il faut protéger à tout prix. Les rassemblements spontanés, surtout lorsqu'ils échappent à tout encadrement formel, sont présentés comme un risque direct pour la cohésion nationale. Dans cette perspective, restreindre les manifestations et contrôler l'information serait un mal nécessaire, destiné à éviter qu'une dérive vers le chaos observé ailleurs dans la région. L'État se pose alors en rempart, garant d'une paix imparfaite mais préférable à l'incertitude. La seconde lecture est défendue par les manifestants et une partie croissante de la société civile. Elle inverse la hiérarchie des priorités. Pour eux, la stabilité ne peut être durable que si elle repose sur la confiance et la liberté d'expression. Les restrictions imposées ne sont pas perçues comme des mesures préventives, mais comme des signes d'un pouvoir qui craint le débat. Dans cette vision, ce n'est pas la contestation qui fragilise le pays, mais l'accumulation de silence forcé. Empêcher un opposant d'assister à des funérailles devient alors un symbole, celui d'un État qui outrepasse la limite du tolérable. Ces deux positions ont une cohérence interne. L'argument sécuritaire s'appuie sur des exemples régionaux où des mobilisations mal contenues ont dégénéré. L'argument citoyen s'ancre dans l'expérience vécue, faite de promesses non tenues et d'espaces de parole qui se referment. Le point de tension n'est donc pas idéologique, mais temporel. Le pouvoir résonne en termes de court terme. Membre, éviter l'embrasement immédiat. Les manifestants pensent le long terme, préserver la possibilité d'un avenir politique ouvert. Les données issues de la crise viennent toutefois fragiliser la première lecture. L'ampleur de la mobilisation, la diversité sociale des participants et les coûts économiques visibles les suggèrent que la répression n'a pas contenu le mouvement, mais l'a élargi. Autrement dit, l'outil censé protéger la stabilité semble en accélérer l'érosion. Cette observation ne tranche pas le débat moral, mais elle introduit un fait difficile à ignorer. Lorsqu'un État gouverne contre une part croissante de sa population,
L'ordre qu'il défend devient lui-même instable. Tout change à cet instant précis. La contestation cesse d'être une réaction pour devenir une organisation. Ce glissement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Des messages circulent concrètement entre étudiants, journalistes et travailleurs malgré les coupures d'Internet. Les échanges ne portent plus seulement sur où se rassembler, mais sur comment durer. Ce passage marque une mutation silencieuse. La rue apprend à se coordonner sans centre visible. Ce moment médian est renforcé par un symbole inattendu, comme un court extrait sonore relayé dans des cercles restreints cite une, une phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme condition de vie politique. Le propos n'apporte aucune instruction concrète. Il agit autrement. Il légitime l'idée que résister n'est plus seulement un réflexe, mais un choix assumé. Pour beaucoup, cette référence trace une ligne mentale entre la peur et l'affirmation. Du côté du pouvoir, la perception change également. L'hypothèse d'un essoufflement rapide s'effondre. Les services observent que la mobilisation se maintient malgré les arrestations et les restrictions. L'absence de leader unique, longtemps vue comme une faiblesse, apparaît soudain comme une force. Il n'y a qu'à personne à neutraliser pour faire retomber la pression. Ce point de bascule transforme la crise en séquence longue. La Tanzanie n'est plus face à un épisode à gérer, mais à un mouvement qui se pense lui-même. À partir de là, chaque décision officielle est interprétée non seulement pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle révèle. Le conflit entre contrôle et confiance entre dans une phase irréversible où le temps ne joue plus clairement en faveur du pouvoir. Pour l'État, les effets sont immédiats et visibles. La mobilisation massive met à nu une fragilité institutionnelle longtemps masquée par le récit de stabilité. Les forces de sécurité sont mobilisées en continu. Les décisions se prennent dans l'urgence et chaque déclaration officielle est scrutée puis contestée. La perte de contrôle symbolique est aussi importante que la difficulté opérationnelle. En parallèle, la pression internationale s'intensifie, compliquant toute tentative de retour au statu quo sans concession. Pour les entreprises, l'impact est d'abord économique. Les perturbations des transports, les fermetures temporaires de marché et l'incertitude politique freinent l'activité. Le recul du tourisme, déjà mesuré, affecte les hôtels, les guides, les petits commerçants, tels les investisseurs, par nature réévaluent leurs engagements. Cette attente prolongée pèse sur l'emploi et renforce un sentiment d'insécurité économique, même chez ceux qui ne participent pas directement aux manifestations. Et pour les citoyens, les conséquences sont plus diffuses mais profondes. Les arrestations touchent des étudiants, des journalistes, des travailleurs ordinaires. La peur s'installe dans les foyers, mais elle cohabite avec une forme nouvelle de solidarité. Des réseaux d'entraide apparaissent pour soutenir les familles des personnes détenues. La discussion politique, longtemps confinée à la sphère privée, s'invite dans les cafés, les universités et les transports. La crise modifie ainsi les habitudes quotidiennes autant que les représentations collectives. Pour la région, enfin, l'épisode tanzanien agit comme un signal. Les images circulent, les slogans voyagent et les comparaisons
s'impose. Dans plusieurs pays africains, la jeunesse observe attentivement cette séquence, y cherchant des échos à ses propres frustrations. La référence à Ibrahim Traoré revient dans ces échanges non comme un modèle à copier, mais comme un repère symbolique dans un débat continental sur la dignité et la souveraineté populaire. Ces quatre niveaux s'entrecroisent. Une décision sécuritaire affecte l'économie. Une perte économique alimente la colère citoyenne. Une colère visible attire donne l'attention régionale. La crise cesse alors d'être nationale. Elle devient un cas d'école, suivi bien au-delà de Dar es Salaam, parce qu'il montre comment un équilibre apparemment solide peut se fissurer lorsque la confiance se retire. Dans une première trajectoire, une continuité dite maîtrisée repose sur une désescalade partielle, sans transformation profonde. Dans cette trajectoire, le pouvoir accepte un dialogue limité avec l'opposition et la société civile, tout en conservant l'essentiel de ses leviers de contrôle. Les manifestations diminuent en intensité, non par adhésion, mais par fatigue et prudence. L'économie se stabilise lentement, le tourisme reprend de manière inégale et la pression internationale s'allège sans disparaître. Ce scénario maintient une forme de calme, mais laisse intactes les causes structurelles de la crise, ce qui rend toute stabilité fragile et réversible. Dans une deuxième trajectoire, plus optimiste, on suppose une inflexion politique réelle. Face à la persistance de la mobilisation et au coût économique croissant, les autorités choisissent d'ouvrir un espace de négociation crédible. Des gestes symboliques forts sont posés, assouplissement des restrictions sur les rassemblements, garantie pour la presse, libération ciblée de personnes arrêtées lors des manifestations. Mais cette dynamique restaure progressivement la confiance et transforme les contestations en participation politique. Sur le plan économique, cette clarification améliore le climat des affaires et rassure les partenaires internationaux. La crise devient alors un point de rupture positif, ouvrant la voie à une recomposition du contrat social. Dans une troisième trajectoire, la plus sombre, tout repose sur l'escalade. Le pouvoir privilégie la fermeté, convaincu que toute concession serait perçue comme une faiblesse. Les arrestations se multiplient, les contrôles numériques se renforcent et l'espace public se referme davantage. À court terme, la ruche est contenue. Et à moyen terme, la colère se radicalise ou se déplace vers des formes moins visibles mais plus profondes. L'économie subit un choc durable, retrait d'investissement, chute prolongée du tourisme, pression accrue sur les ménages. La Tanzanie entre alors dans une zone d'instabilité prolongée, où l'ordre apparent masque une défiance généralisée. Aucun de ces scénarios n'est figé. Ils dépendent moins d'un événement unique que d'une série de choix accumulés dans le temps. La question centrale n'est donc pas de savoir quelle trajectoire est la plus probable, mais laquelle est activement construite. Dans un contexte aussi tendu, chaque décision publique agit comme un signal, orientant le pays vers l'apaisement, la transformation ou l'enfermement. Au-delà des chiffres et des scénarios, la crise se traduit par une série de ajustements silencieux dans la vie quotidienne. Dans les quartiers populaires de Dar es Salaam, les journées commencent plus tôt et se terminent plus prudemment. Les parents préviennent leurs enfants d'éviter certains axes. Les commerçants ouvrent plus tard,
ferme, fermera plutôt, reste plutôt attentif aux rumeurs de rassemblement ou de contrôle. La politique, longtemps lointaine, s'invite désormais dans les conversations banales. Dans les, dans les écoles et les universités, les discussions changent de ton. Les enseignants évoquent la citoyenneté sans slogan, mais avec des exemples concrets. Les étudiants apprennent à s'organiser sans s'exposer inutilement. Cette prudence n'efface pas l'engagement, mais elle le transforme. Beaucoup parlent moins fort, mais plus longtemps. Le débat ne se limite plus à l'instantané de la manifestation. Il s'étire dans le temps, dans les foyers, les transports, les lieux de travail. Et chez les travailleurs, l'inquiétude est double. Il y a la crainte immédiate des perturbations et la peur plus diffuse de lendemains incertains. Et les revenus irréguliers, la hausse des prix, les retards d'activité pèsent lourdement. Pourtant, on observe aussi des gestes simples de soutien, une collecte improvisée pour une famille touchée par une arrestation, un voisin qui garde les enfants pendant une réunion, un patron qui ferme plus tôt pour éviter des risques inutiles. Ces micro-décisions dessinent une forme de résilience ordinaire. Elles montrent que la société ne se réduit ni à la rue ni aux institutions. Elle se recompose dans l'entre-deux, là où la dignité se négocie au quotidien. Pour beaucoup, l'enjeu n'est plus de changer le système immédiatement, mais de préserver un espace de parole et de solidarité. C'est dans ces gestes discrets que la crise révèle sa profondeur réelle, loin des projecteurs, mais au cœur des existences. La sortie de crise ne dépend pas d'un geste unique, mais d'une séquence lisible capable de restaurer progressivement la confiance. D'abord, il faut agir sur le cadre politique immédiat. Les autorités doivent clarifier les règles du jeu, lever explicitement les interdictions générales de rassemblement et garantir des conditions minimales de sécurité pour les manifestations pacifiques. Cette décision, limitée mais visible, servirait de signal d'apaisement et permettrait de déplacer la confrontation hors de la rue. Ensuite, le dialogue doit s'ouvrir clairement. Un espace formel doit être ouvert, associant gouvernement, opposition, organisation de jeunesse et société civile. L'objectif n'est pas de tout résoudre, mais de définir des priorités partagées. Liberté d'expression, cadre des activités politiques, accès équitable aux médias. La présence d'un médiateur reconnu, régional ou international, renforcerait la crédibilité du processus et limiterait les soupçons de manœuvres dilatoires. Puis vient le temps des institutions. Des garanties concrètes doivent être apportées sur l'indépendance de la justice et la protection des journalistes. Sans ces garde-fous, toute promesse reste fragile. Cette phase demande du temps, mais elle est essentielle pour transformer l'apaisement en stabilité durable. Après cela, l'économie sociale doit être prise en compte. Des mesures ciblées peuvent amortir les effets de la crise. Soutien aux petites entreprises affectées, programme temporaire pour l'emploi des jeunes, relance du secteur touristique par des signaux de sécurité juridique. Ces actions ne règlent pas le conflit politique, mais elles réduisent la pression quotidienne qui alimente la colère. Et sur un plan plus symbolique, un dernier pas peut aider à refermer la fracture. Reconnaître publiquement les torts, même partiellement, peut ouvrir un espace de réconciliation. Dans ce registre, la référence à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un modèle que comme un rappel.
La dignité politique est une condition de la stabilité, pas son ennemi. Sans cette reconnaissance, aucune feuille de route ne peut réellement tenir dans le temps. L'image revient presque intacte. Aïcha, debout dans un couloir de l'université, téléphone en main, entourée de visages tendus mais attentifs. Ce moment n'avait rien d'héroïque au départ. Il était fragile, hésitant, profondément humain. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui lui a donné sa force. Elle n'a pas parlé au nom d'un parti ni d'un programme. Elle a parlé d'un seul qu'il aimé, celui où la dignité, la classe, cesse d'être abstraite pour devenir personnelle. Depuis, la crise a grandi, s'est structurée, chiffrée, se politisée. Mais ce point de départ reste essentiel. Il rappelle que les grandes dynamiques naissent souvent d'une question ordinaire posée au mauvais moment pour le pouvoir, mais au bon moment pour la société. Dans les rues, dans les foyers, dans les échanges discrets, cette question continue de circuler. Parfois sans slogan, parfois sans bruit. La référence à Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette même logique symbolique. Elle ne renvoie pas à une solution clé en main, mais à une idée persistante. La dignité n'est pas un luxe politique, c'est une condition de survie collective. Lorsqu'elle est niée trop longtemps, elle finit toujours par chercher une issue. Ce que vit la Tanzanie aujourd'hui dépasse un épisode de contestation. C'est un moment de vérité, où un pays se regarde et mesure l'écart entre ce qu'il dit être et ce qu'il tolère réellement. Et dans cet écart se joue quelque chose de décisif. Une chose est désormais claire. Le silence n'est plus une option durable. Arrivé à ce point, le récit ne demande ni camp ni slogan. Il invite plutôt à une réflexion partagée sur ce que révèle cette séquence tanzanienne. Ce qui s'est joué à Dar es Salaam n'est pas seulement une affaire nationale. C'est une interrogation adressée à toutes les sociétés qui ont longtemps confondu calme et consentement. La crise montre à quel point l'équilibre entre autorité et confiance peut se rompre sans bruit, puis se recomposer sous pression. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu n'est pas de projeter des solutions faites, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une jeunesse politisée redéfinit l'espace public? Comment un État réagit-il lorsque ses outils habituels cessent de produire l'effet attendu? Et à quel moment la stabilité devient-elle un récit défensif plutôt qu'une réalité vécue? Ce questionnement dépasse l'actualité immédiate. Il touche à la manière dont les sociétés africaines, diverses et contrastées, négocient leur avenir politique dans un contexte régional mouvant. Observer, analyser, discuter, c'est déjà refuser l'indifférence. La suite ne dépend pas seulement des dirigeants ou des manifestants. Elle dépend aussi de notre capacité collective à écouter, à comparer et à tirer des leçons, sans simplifier. Selon vous, qu'est-ce que cette crise dit? C'est au fond de la relation entre dignité et stabilité aujourd'hui.